3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce samedi? Moi, ça va super bien, parce que j'ai eu envie de lancer un tout nouveau format que j'ai décidé de nommer Star Battles. Ici, on prend deux joueurs, si possible au même poste, et si possible dans des styles différents. On les compare dans différents secteurs, et on essaye de voir qui est le meilleur. Facile, non? Eh bien, pas tant que ça. Vous allez voir, à chaque fois, le but, ça va être de créer des dilemmes qui sont importants. Et pour commencer, qui de mieux que Nikola Jokic et Joel Embiid, les deux pivots les plus importants de la NBA. Pour les comparer et savoir qui est le meilleur, on a définitivement du pain sur la planche. Alors bien sûr, directement, le réflexe serait de dire que de toute façon, c'est Nikola Jokic le meilleur parce qu'il a déjà 2 trophées de MVP en poche. Ce serait logique, ce serait mérité, et ce serait tout à fait compréhensible. De plus, en termes de stats avancées, en termes de stats analytics, ce que fait le Joker depuis plusieurs saisons est juste légendaire, tu peux pas le tester. Sauf que se limiter à ça, pour moi, ce serait quand même la solution de facilité. Tous ces éléments que je viens d'évoquer concernent surtout la saison régulière, et pas du tout, ou presque pas du tout, les playoffs. De plus, dans ce genre de considération, la défense est très rarement prise en compte. Pour aller plus loin, on le sait, dans l'attribution du trophée de MVP, la narrative compte beaucoup également, et moi j'ai essayé de gommer ça au maximum. Du coup, vu que les gars ont le même âge, 28 ans, et qu'à une saison près, ils ont passé le même nombre de temps dans la grande ligue, je me suis dit que ce serait sacrément intéressant, mais aussi sacrément cool de les faire se confronter aujourd'hui. Bref, je m'attarde pas trop sur le concept, vous allez comprendre de toute façon au fur et à mesure, ce n'est pas compliqué, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Qui de Joel Embiid ou de Nikola Jokic est le meilleur joueur NBA? Alors pour commencer, je me suis dit que ce serait intéressant d'étudier leur match-up, pour savoir, quand ils se sont affrontés, qui s'en est le mieux sorti, et qui a fait le plus gagner son équipe, c'est la base. Quoi de mieux pour comparer deux joueurs que d'observer les moments où ils se sont affrontés directement sur le terrain? Rien, absolument rien. Sur les 7 matchs qu'il a joué face à Embiid, Jokic tourne à 22 points, 9 rebonds et 7 passes et demi, des stats en dessous de ses standards en carrière, notamment au rebond. Le Camerounais, lui, dans ses rencontres, tourne à 26 points, 12 rebonds et quasiment 4 passes, des chiffres à peu près égaux, voire même légèrement supérieurs à ceux qu'il produit en carrière. Intéressant. En gros, pour résumer, dans leur confrontation, dans les stats, Embiid performe un tout petit peu mieux que d'habitude, alors que Jokic c'est l'inverse. Lors de son meilleur match, néanmoins, Jokic a fait un triple-double à 27-10-10. Il a même déjà inscrit le game winner pour remporter une de ses rencontres face aux Sixers, mais Embiid, lui, cette saison, a fait une énorme perf à 47 points et 18 rebonds face aux Nuggets. C'est méga lourd, et ça a marqué les esprits. Pour le moment, donc, avantage Embiid apparemment, mais ça devient encore plus flagrant quand on regarde le nombre de victoires des équipes des deux hommes lorsqu'ils se sont affrontés. Sur ces matchs-là, le bilan est de 5 victoires pour les Sixers contre seulement 2 défaites. La différence devient de plus en plus flagrante. Pour distribuer mes premiers points, je vais donc me servir de ça pour le secteur des match-up. J'en donne donc 5 à Embiid et 2 seulement à Jokic. Pour enchaîner maintenant, ça me semble assez logique, j'ai décidé d'analyser et d'étudier le palmarès individuel. Ce qui fait la diff avec Jokic, c'est ses 2 trophées de MVP, peut-être un 3e bientôt, et ses 3 sélections en First Team. Ajoutons à ça 5 sélections All-Star et une sélection en All-NBA Second Team, et ça commence déjà à faire un tas de distinctions. Là on s'en rend compte direct, c'est forcément très difficile de rivaliser avec ça, même si Embiid est un sacré client lui aussi. Le Camerounais a terminé 2 fois 2e dans la course au MVP, jamais très loin du Serbe. En parallèle, il n'a jamais remporté de sélection en First Team, mais en a eu 4 en Second Team. Ajoutons à ça des récompenses que Jokic n'a jamais eues, comme 3 sélections All Defensive, un trophée de meilleur marqueur, et peut-être bientôt un 2e, et il en a quand même des arguments. Et puis même si ce ne sont pas vraiment des distinctions, j'ai décidé de m'intéresser aux records aussi, c'est important. Jokic a fait un match à 50 points, un autre à 18 passes, et encore un autre à 27 rebonds. C'est tout de même d'une lourdeur exceptionnelle. Sa meilleure perf, il l'a probablement faite cette saison, face aux Suns, avec une victoire en prolongation et un triple-double historique à 41 points, 15 rebonds et 15 passes. Mais là-dessus, Embiid possède de quoi rivaliser, et ça fait plaisir, parce que ce duel s'annonce sacrément chaud. En effet, le pivot des Sixers a probablement fait son meilleur match cette saison lui aussi, face au Jazz, avec son record en carrière, 59 points mais aussi 11 rebonds, 8 passes et 7 contres, une prestation que vous aviez très bien classée dans le ranking des meilleures perfs de la saison. Sa domination avait juste été écrasante. Cependant, dans les autres secteurs, les records du process, qui sont de 19 rebonds et de 10 passes, sont quand même bien moins impressionnants que ceux du Joker. Quand il est temps de distribuer les points, ce n'est pas simple donc, mais ce qui fait quand même la différence, à mes yeux, ce sont évidemment les 2 trophées de MVP de Nikola Jokic. Bien sûr, à chaque fois, Embiid n'est pas loin, il y a même eu débat, il ne finit que 2e, mais en NBA c'est comme ça, dans le sport c'est comme ça, on ne se rappelle que des vainqueurs. Dans le domaine, je donne donc 5 points à Jokic et 2 quand même à Embiid pour toutes ces autres distinctions, pour un total provisoire qui atteint maintenant 7-7, c'est serré.
Sauf que les perfs et les distinctions individuelles, c'est bien beau, mais le basket, on le sait, évidemment c'est un sport collectif. Qu'ont-ils fait collectivement ces deux gars-là? Jusqu'où ont-ils été capables de porter leurs équipes? Forcément ça a de la valeur ça. Jokic a disputé 48 matchs de playoff pour un bilan de 21 victoires pour 27 défaites. Embiid lui en a joué 4 de moins, mais son bilan est supérieur vu qu'il est à l'équilibre. 22 victoires pour 22 défaites. La stat peut avoir de la valeur. Ajoutons également qu'avec le Camerounais, les Sixers n'ont perdu qu'une seule fois au premier tour. C'était dans la bulle en 2020. Pour Jokic, c'est pareil, une seule fois. C'était l'an dernier. Pour être complet, ajoutons que le Joker a manqué 3 fois les playoffs en début de carrière avant de tous les jouer depuis 2019. Embiid, lui, ne les a manqués qu'une seule fois, c'était en 2017. Et depuis, c'est un rendez-vous habituel pour lui. Pour le moment, j'aurais tendance à donner l'avantage à Embiid, qui possède un meilleur bilan collectif et qui a moins souvent manqué les playoffs, ça semble même assez évident. Mais quid du parcours le plus long en post-season? Eh bien, c'est là que ça pêche pour le Camerounais, qui jamais n'a dépassé le stade du deuxième tour. Effectivement, Jokic, en 2020, à Disney, a disputé une finale de conférence, et même si ce n'est pas une finale NBA ou un titre, ça pèse quand même dans la comparaison face à Joel Embiid. Nul doute que le pivot des Sixers aimerait un jour au moins atteindre ce stade-là, même si c'est certain, les blessures ne l'ont souvent pas aidé en post-season. Dans le domaine donc, vu qu'il est allé plus loin, difficile de ne pas donner l'avantage aux Serbes. Néanmoins, je trouve ça super serré. Voilà pourquoi je ne mettrai qu'une seule étoile d'écart entre les deux. Pour le palmarès collectif, c'est donc 5 points pour Jokic et 4 pour Joel, ce qui donne une légère avance pour le moment au pivot serbe. Bon, ce qui est chouette jusque-là, mine de rien, c'est que c'est méga serré. C'est ce qu'on voulait. Voilà pourquoi maintenant je vais aller plus loin en étudiant le jeu en lui-même, que je vais diviser en plusieurs secteurs. Je commence par le scoring et bon, là-dessus, a priori, il n'y a pas photo, avec un Joel Embiid meilleur scoreur de la NBA l'an dernier et toujours en compétition pour l'être cette saison. Il est une vraie force dominante en tant que pivot en ISO et draine tellement l'attention des défenseurs que ça ouvre énormément de spots aux shooters ou aux joueurs capables de driver. Le mec peut juste tout faire pour marquer des paniers quand il a le ballon entre les mains, et ce à tous les niveaux. Il peut aller dans la raquette quand il veut avec son physique, peut créer pour lui en post-up ou en face-up, et surtout il possède une adresse incroyable, que ce soit à mi-distance ou à longue distance, ce qui est assez unique pour un pivot de son gabarit. Parce que oui, son gabarit, parlons-en, en plus de mesurer 2m13 et de peser plus de 125 kg, le mec arrive à bouger sa carcasse pour enfoncer ses adversaires, jumper et poser de gros tomards. Il peut également sprinter en contre-attaque avec une vraie vitesse et des appuis fous. Avec ce jeu qui est bien à lui, qui s'axe également beaucoup autour du pick and roll et du pick and pop, le pivot camerounais arrive à provoquer énormément de fautes. Sa facilité pour s'approcher du cercle est si folle que les défenseurs n'ont bien souvent pas le choix, ils sont obligés de le découper quand il entame son geste. En plus de ça, le pivot est malin, et souvent il vend très bien les actions pour provoquer les coups de sifflet. Ajoutons à ça qu'au lancer franc, il tourne à 85% cette saison, et on s'en rend vite compte, ce n'est pas une très bonne idée d'envoyer Joel Embiid sur la ligne. D'ailleurs, en parlant de pourcentage, ce que fait le pivot des Sixers est très fort, plus de 53% de réussite au tir et plus de 33% à 3 points. Bon, des fois on aimerait qu'il passe moins de temps au périmètre, mais pas grand chose à dire, lors des fins de match serrés, il arrive très bien à profiter de son avantage dans la peinture. Tous ces éléments cette saison lui permettent de tourner à 33 points de moyenne, et d'être en course avec Luka Doncic pour finir meilleur scoreur de la NBA, tout simplement. Vous imaginez que déjà dans le secteur du scoring, évidemment que ça va lui donner des points. Sauf que je tiens quand même à le préciser, ça lui permet aussi de produire des perfs complètement gigantesques. Dans sa carrière, Embiid a déjà dépassé ou atteint la barre des 50 points à 4 reprises, et l'a fait 36 fois avec celle des 40, avec un record à 59. Jokic, lui, n'a atteint qu'à une seule reprise celle des 50, son record, et à 17 reprises celle des 40. La différence est gigantesque. Après, ça n'empêche pas le Serbe d'avoir lui aussi d'immenses qualités dans le scoring qu'il faut souligner. Ok, il tourne seulement, si je puis dire, à 24 points par match, soit 9 de moins en moyenne que Joel, mais en contrepartie, il est plus adroit, il shoot avec plus de réussite. Cette saison, ok, il a un volume moins important, en tentant en moyenne 6 tirs de moins que son rival, mais son efficacité se situe 10% au-delà de celle de Joel Embiid. De plus, il est un meilleur rebondeur offensif, et ça lui permet de s'octroyer des points faciles. Tout ça, ce sont des qualités particulièrement notables à faire rentrer dans le débat. Pour sa taille, lui aussi est terriblement efficace sur son jump shoot, et même si en moyenne il ne tente que 2-3 points par match, son adresse longue distance à 40% est tout de même sacrément insane. C'est un peu comme si avec le Joker il n'y avait jamais de mauvais tirs, vu les bonnes mains et l'adresse qu'il possède. Mais en plus de ça, ses qualités lui permettent de tout dominer au poste quand il a la gonfle entre les mains. Il maîtrise un spin move hyper qualitatif et assurément il a un côté magicien quand il joue dos au panier en 1 contre 1.
Comme pour Embiid, imaginer défendre sur lui sans faire de prise à deux ou sans faire de faute semble complètement impossible. Alors oui, après c'est certain, Jokic est un joueur moins athlétique, mais malgré les apparences, il reste un joueur très vif. Et surtout, moi ce que je retiens, c'est que notamment, grâce à ses appuis et grâce à ses feintes, il est constamment capable, lui aussi, de prendre le dessus, même si c'est différent, dans la raquette. Ok, les deux joueurs n'ont pas la même musculature, mais ils possèdent un gabarit proche, et même s'ils n'ont pas la même façon de le faire, tous les deux disposent d'un éventail particulièrement large lorsqu'il s'agit de marquer des points, dans la peinture, à mi-distance et même à 3 points. Là en gros, d'un côté, on a un joueur qui joue énormément de sa puissance dévastatrice, et de l'autre côté, un autre qui domine grâce à sa dextérité et son habileté. Les deux possèdent un gros QI basket, mais ils ne se manifestent pas de la même façon. Alors moi, ce que je vais retenir, c'est que quelle que soit la manière, quel que soit l'adversaire direct, bien souvent, ils arriveront à prendre le dessus face à lui, avec une facilité déconcertante. En gros, pour ce qui est de scorer, le jeu du Joker semble plus poli, mais le process compense largement avec sa puissance incroyable. Alors comment les départager du coup, eux qui sont si différents? Eh bien, tout simplement en prenant en compte les chiffres. Embiid est un meilleur scoreur que Jokic, point barre, les stats ne mentent pas. Dans l'histoire, seul Michael Jordan peut rivaliser avec le pivot des Sixers pour ce qui est du nombre de points marqués par possession. Ça non plus, ça ne trompe pas, c'est un truc légendaire. Il possède un record qui est dans le top 5 des points marqués dans l'histoire chez les Sixers, dans une franchise qui a quand même vu passer Will Chamberlain et Allen Iverson, et a également réalisé des cartons offensifs plus fréquents et plus impressionnants que ceux de Jokic. Le joueur des Nuggets a beau être plus efficace dans ses pourcentages, en termes de volume, Embiid le surpasse amplement. Comme j'ai mis Jokic devant pour le palmarès individuel juste avant pour ses 2 trophées de MVP, là je vais mettre Embiid devant pour son trophée de meilleur scoreur de l'an dernier. Pour moi, tout ça, ça doit faire au moins une petite diff. Du coup, je donne 5 points à Embiid, 3 points pour le Joker. Le pivot camerounais reprend les devants. Sauf que l'attaque, on a tendance à l'oublier. Ce n'est pas que le nombre de points marqués, c'est aussi le playmaking, ta façon d'impliquer tout le monde, de faire jouer les autres et de les rendre meilleurs en leur donnant des opportunités parfaites. Mais avant de parler de ça, j'ai une question habituelle à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne YouTube? Quand je vois le nombre que vous êtes à mater sans follow, ça me fume. Ça pourrait être un truc de malade, on aurait pu limite déjà passer les 100 000. Le trophée, il serait derrière, là, une fierté absolue. Puis si vous êtes déjà abo, vérifiez quand même, parce qu'apparemment, il arrive que YouTube vous désabonne. Ce serait quand même dommage de manquer la suite. Et puis, prenez du temps aussi, c'est l'occasion de lâcher un pouce vers le haut. Ça aussi, ça soutient de ouf. Franchement, grâce à vous, on a déjà fait de grandes choses sur cette chaîne. Mais il y a moyen d'aller encore plus haut, d'aller toucher les étoiles. Alors pour ça, je compte sur vous, go spammer et cliquez sur ce bouton rouge. Mais bref, revenons à notre comparaison entre les deux joueurs et parlons du playmaking. On en était là. Là, je ne vous apprends rien quand je vous dis que Nikola Jokic est un crack. Pour moi, il est limite, sans débat possible, le meilleur pivot passeur de toute l'histoire de la NBA. Mais j'ai même envie d'aller plus loin, avec sa façon de voir le jeu et sa panoplie hallucinante dans le domaine. Pour moi, il fait partie des meilleurs passeurs all-time tout court, tout poste confondu. Là, dans la comparaison, Joel Embiid, même s'il possède des petites qualités dans le secteur, ne fait pas le poids, c'est rien de le dire. Dites-vous que par exemple, en carrière, le record de passe du pivot des Sixers est de 10. Et il l'a réalisé à 6 reprises. Cette marque, Jokic l'a atteint ou dépassé 141 fois, et à 13 reprises, il a même distribué 15 caviars ou plus en un seul et même match. De la folie pure. Le basket évolue, oui, mais le Joker, lui, évolue encore plus vite. Ok, c'est vrai que de plus en plus dans la NBA d'aujourd'hui, on voit des pivots avec des qualités d'arrière. Les big men shootent, ils dribblent, ils passent. Mais qui de mieux que le Joker pour personnifier cette nouvelle ère? En vrai, même si évidemment sur la feuille de match, ça n'apparaît pas comme ça, le vrai meneur des Nuggets, c'est lui. Toute l'attaque de l'équipe, c'est Jokic qui l'initie, qui la génère, en prenant le rebond, en remontant la gonfle et en lançant les systèmes. Cette faculté à voir les joueurs démarqués est hallucinante. Et puis là encore, sa panoplie fait baver, passe à terre, passe au sol, skip pass, kick out, il sait tout faire. C'est bien pour ça aussi, pour toutes ces raisons, que je le mets parmi mes meilleurs passeurs all-time en NBA. Je le répète, vraiment, toutes les passes du monde, il les maîtrise, et pas qu'un peu, c'est souvent proche de la perfection dans l'exécution. Même les passes de quarterback arrivent à chaque fois à bon port, pile quand il faut, dans le bon timing. De toute façon, il y a qu'à regarder ses stats et voir que cette saison, il tourne en triple-double avec 10 passes par match pour confirmer tout ce que je dis. En fait, quand tu possèdes cette capacité de playmaking, mais aussi ce shoot et ce QI basket, logique que ton niveau offensif soit littéralement létal. Que ce soit sur demi-terrain ou en transition, du haut de ses 2m11, Jokic agit en chef d'orchestre, et sa capacité à rendre meilleurs tous les membres de sa team est plus que respectable. Et du coup, Joel, il faut en parler, où se situe-t-il par rapport à tout ça? Eh bien, il est loin, très loin.
Bien sûr, dans le domaine, Embiid a su progresser année après année, et il a su apprendre à mieux gérer les prises à deux pour kick-out sur les shooters. Voilà 2 saisons qu'il tourne à plus de 4 passes par match, et c'est plutôt propre pour un pivot. Maintenant, soyons francs, il n'y a aucune comparaison possible entre les deux joueurs dans le secteur du playmaking ou de la passe décisive. Embiid est avant tout un scoreur quand Jokic, lui, est avant tout un playmaker, qui scorera davantage quand sa team aura besoin de lui pour marquer des points. Pour le playmaking donc, je n'ai pas le choix, je suis obligé de donner une immense avance au Joker, avec 5 points pour lui, dans le domaine contre un seul pour le pivot camerounais. Ça pique mais c'est comme ça. Là, on commence à s'en rendre compte, Jokic est en train de prendre de l'avance, mais s'il y a bien un domaine dans lequel le pivot camerounais peut se rattraper, c'est la défense. Bon, maintenant, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas trop mettre en valeur les stats défensifs, comme les interceptions ou les contres pour essayer d'évaluer l'impact d'un joueur de ce côté-là du terrain. Ceci dit, tout de même, pour un pivot dont la mission principale est bien souvent de protéger la peinture, ça peut rester un bon indicateur, même s'il ne fera pas tout, le nombre de contres. Et là, il n'y a pas photo. En moyenne, cette saison, Embiid pose 2 fois plus de contres que Jokic. Déjà, c'est fort. En carrière, il a fait 10 matchs avec 5 SWAT ou plus, et même 2 à 7, alors que le record du pivot des Nuggets est de 5 dans le domaine, et il ne l'a réalisé qu'une seule fois. Ce n'est pas aussi parlant que la stat des passes décisives, mais presque. Après, attention, si on parle souvent beaucoup plus du jeu offensif du Joker, sa présence défensive n'est pas non plus complètement à jeter à la poubelle. Il sait être actif, et surtout, grâce à son QI basket et sa lecture de jeu, il est tout à fait capable de se positionner comme il faut, au bon endroit au bon moment. Néanmoins, là, pour moi, encore une fois, dans le secteur, il n'y a pas vraiment de comparaison possible avec Embiid. Le fait qu'il ait terminé 2ème dans la course au défenseur de l'année en 2018, ou encore qu'il ait fini 3 fois dans les defensive teams contre aucune fois pour Nikola Jokic, viennent encore appuyer tous ces constats. Dans cette catégorie, notamment grâce à ses qualités athlétiques, Joel Embiid est beaucoup plus impactant, beaucoup plus solide. Cela peut s'observer avec les contres, mais ce n'est pas tout. En 1 contre 1, le pivot des Sixers est non seulement plus mobile, mais en plus de ça, il est moins sujet à prendre des fautes ou à se faire avoir sur des feintes. Malgré son gabarit de big man, Joel Embiid est un joueur qui n'a aucune difficulté à se déplacer, à se mouvoir. Et ça joue énormément dans l'impact qu'il a défensivement. Ben Simmons, qui était excellent dans le secteur, a eu beau faire ses valises, les Sixers font toujours partie des meilleurs teams défensifs de la ligue. Et pour ça, évidemment, merci Joel. Après, bien sûr, oui, il faut le dire, ça peut lui arriver, sur certaines phases ou sur certains matchs, de s'économiser un petit peu de ce côté-là du terrain. Mais quand ça compte, en vrai, il se remet en selle. Joel Embiid, par exemple, les soirs où son adresse ne sera pas au rendez-vous, pourra pour compenser se focus essentiellement sur la défense. Et quand il est dans ce mood-là, impossible de dire le contraire. Il est capable d'éteindre absolument toute la ligue. D'ailleurs, on l'a vu plus tôt en analysant les match-ups, si les stats de Jokic baissent quand il affronte Embiid. Et pas l'inverse, ce n'est pas non plus un hasard. C'est que défensivement, le process embête beaucoup plus le Joker que l'inverse. C'est une vérité, c'est impossible de ne pas se l'avouer. Maintenant, pour ce qui est de la défense sur pick and roll, très importante en NBA, je trouve les deux excellents, grâce notamment à leur super faculté à se placer et à se positionner au bon endroit. Pour aller plus loin, si on devait donner un petit point pour Jokic, il concernerait sa meilleure capacité à prendre des rebonds défensifs. Une défense n'est pas conclue tant que l'équipe n'a pas récupéré la gonfle, et pour ça, après un shoot raté, il faut prendre le rebond. Jokic excelle dans le domaine avec 9,5 prises par match, contre 8,5 pour Embiid. Bon, l'écart est présent, mais il reste faible, il faut se le dire, et il ne permet pas au pivot serbe d'exercer une grosse remontada pour ce qui est de la défense. Dans ce secteur, je mets donc 5 étoiles pour Embiid et 2 pour Jokic, car même si le pivot des Nuggets est très bon dans le domaine, pour moi l'écart est quand même très impressionnant, très présent. Bon, là on en est à un score de 22-22. C'est moi où je galère à les départager ces deux pivots. C'est quand même un truc de ouf, parce que tout en ayant des similitudes au niveau de l'âge, de l'expérience, de la taille ou du poids, mais aussi des grosses différences dans la façon de pratiquer le basketball, ça devient super dur de savoir qui est le meilleur. C'est pour ça que moi je n'ai pas le choix, je suis obligé d'aller plus loin, et je vais étudier le leadership de ces deux gars. Pour moi, pour ça, rien de tel que d'aller observer ce qui se passe en play-off chez les deux garçons, parce que c'est pour moi, à ce moment-là de la saison, que le leadership atteint son paroxysme. Concernant Joel, j'avoue que j'ai eu tendance à avoir des doutes, notamment suite à ses déclats sur Ben Simmons après l'élimination face à Atlanta en 2021. Je pense que ces paroles-là, il n'aurait pas dû les tenir, du moins pas en public. Mais doit-on le limiter seulement à ça? Non, ce serait quand même abusé, et pas tout à fait juste. Moi déjà, ce que je veux noter, et ce que je trouve important, c'est que tous les ans, à peu près, Embiid est aussi dominant en saison régulière qu'en play-off. Dans ces moments, dans des séries parfois longues, tout est une question de match-up. Et le process, quand il est en bonne santé, en tout cas, quel que soit l'adversaire qu'il est en face, a pris l'habitude de tout écraser. Si Jokic, lui, a fait d'excellentes choses, par exemple l'an dernier, face aux Warriors, qui n'avaient absolument personne pour l'arrêter, parce que Looney était quand même limité, son impact en post-season, je trouve, est quand même plus aléatoire.
Par exemple, en 2020, face à Anthony Davis, ou encore en 2021 face à Ayton, on a pu voir l'impact du Joker largement diminuer. Je ne dis pas que c'est un manque de leadership, mais pour moi, quand on sait qu'on peut compter sur toi tout le temps, quand ça compte, quel que soit l'adversaire, ça apporte une vraie plus-value à l'équipe. Embiid, mis à part l'an dernier face au Heat, où sa santé était vraiment au plus mal, n'a jamais réellement connu de série off comme ça. De toute façon, tout ça, ça se confirme rien qu'en regardant les chiffres. Souvent, en playoff, le pourcentage de Jokic baisse, tout comme son nombre de passes décisives. Pour Embiid, grosso modo, en playoff, ses stats, c'est du pareil au même. En revanche, pour moi, être un leader, vous l'avez compris, c'est aussi être le joueur sur qui on peut compter, pour débloquer une situation, lorsque les matchs sont super serrés. Bien sûr, Jokic pourra le faire bien souvent grâce à une passe, ou grâce à son sens du jeu, mais on ne va pas se mentir, ce qu'on retient bien souvent en NBA, ce qui marque vraiment les esprits, ce sont les game winners. Là encore une fois, avantage Embiid, qui en a mis 18 en carrière, contre 10 pour Jokic, et qui surtout en playoff en a rentré des plus épiques, comme celui qu'il a rentré par exemple face aux Raptors l'an dernier, dans le match 3, pour mener 2-1 à une seconde de la fin. Jokic en a mis aussi, mais son game winner le plus marquant en post-season est quand même bien moins légendaire. Je vous mets au défi de vous en rappeler et de m'en parler en commentaire là, juste avant que je vous spoil. Parce que ouais, pour moi, celui-ci a eu lieu lors du match 7 dans la bulle en 2020 face à Utah. Et il l'a rentré à 22 secondes de la fin. C'est quand même vachement moins mémorable. Alors après, ok, Jokic en a déjà rentré un face aux Sixers quand Embiid ne l'a jamais fait face aux Nuggets. Mais ça ne fait pas tout. La confiance du pivot camerounais dans ce genre de situation, dans les money time pour marquer des shoots m'impressionne sacrément. Et même si bien sûr il ne s'en sortira pas toujours avec de la réussite, sa capacité à réussir à prendre exactement le shoot qu'il voulait est quand même assez insane. Je trouve ça hyper fort. Voilà pourquoi pour moi jusque-là, Embiid a un petit peu plus prouvé que Jokic, qu'on pouvait compter sur lui dans les moments décisifs, notamment dans les matchs importants. De plus, si dans les fins de match, on a un Joker qui, oui, pourra faire la différence sur son playmaking, on a de l'autre côté un process qui pourra faire la différence sur sa défense. Ça s'annule donc, ça compense. Après attention, je ne dis pas du tout que Jokic n'est pas un joueur clutch, loin de moi cette idée. Sa prise de décision est parfaite, c'est un bijou pour Mike Malone dans les différents money time, pas de doute là-dessus. Je dis juste que dans ces moments jusque-là, Embiid m'a davantage marqué. Et les chiffres le confirment. Maintenant, être clutch ou bon en playoff quand ça compte ne fait pas tout pour être considéré comme un leader en NBA. Pour correspondre totalement à cette appellation, il faut être capable, soit vocalement, soit dans l'attitude, ou sur le terrain, dans le jeu, dans le basket, de donner le ton pour ton équipe, constamment, en tout cas le plus souvent possible. Là-dessus encore, et comme à chaque fois, c'est ce que je trouve très cool, on peut observer deux comportements très différents chez nos deux joueurs. Jokic sur le terrain n'est pas forcément vocal, et son leadership il le montrera davantage par l'exemple et l'attitude, en pratiquant un basket sérieux, qui implique tout le monde, et toujours avec le sourire. Embiid lui est plus exubérant, il parle tout le temps, il replace ses potes, donne des conseils aux jeunes, et j'ai apprécié comment il a réussi à maintenir la cohésion de l'équipe pendant le drama Ben Simmons. Le Camerounais n'hésite pas à prendre la parole dans les moments où les situations compliquées, et quand le Serbe lui est plus discret, mais n'est pas moins utile. Là-dessus, j'ai du mal à me positionner pour savoir qui a la meilleure attitude. Ma préférence irait quand même vers le côté chill de Nikola Jokic, que j'adore, mais en vrai je ne suis pas tout à fait sûr de moi. On pourrait également mettre en avant sa capacité à faire briller tous les autres dans son équipe, mais pour moi ça c'est plus dû à son playmaking, dont on a déjà parlé plus tôt, que grâce à son leadership. Il faudra donc trancher en utilisant d'autres critères. Pour ce domaine donc, je retiendrai plutôt le côté clutch et le côté plus performant en playoff par rapport à d'habitude. Voilà pourquoi je donne un léger avantage à Embiid, 5-4 pour le pivot camerounais, qui reprend la tête d'un petit point. Ceci dit pour moi, pour définitivement comparer les joueurs et être tout à fait complet, il y a encore un point qui est essentiel, qui est super important, encore plus concernant ces deux joueurs, la santé. Un mec qui se blesse régulièrement pèse bien moins pour son équipe qu'un autre mec qui lui sera présent tous les soirs, ou presque, c'est mathématique. Et là ça peut paraître sévère pour un Embiid qui bien souvent n'y peut rien quand il se pète. La plupart du temps c'est qu'il retombe mal ou encore qu'il prend des coups, mais depuis le début de sa carrière, le nombre de matchs qu'il a manqué en raison de son genou, de son épaule, de son pied, de ses chevilles, de son dos, de sa hanche et même de son visage où il a subi plusieurs fractures, ou encore pour maladie, j'ai failli oublier, est immense. Depuis le début de sa carrière, il ne joue en moyenne que 54 matchs par saison, c'est très faible. Surtout que là, je ne prends même pas en compte les 2 saisons blanches qu'il a connues après sa draft. Si on les ajoute dans l'équation, cette moyenne tombe à 41 matchs par saison, soit 50% grosso modo. Quand on voit qu'en comparaison, Nikola Jokic, lui, joue 73 matchs en moyenne par saison, il n'y a pas photo, même pas de comparaison possible dans ce secteur.
Bien sûr que le Serbe aussi a connu des pépins, aux ischios, aux genoux, à un orteil, au poignet, à la cheville, ou même au pouce, mais jamais il n'a dû lutter avec une blessure réellement importante. En termes de longévité ou même de solidité du corps ou des articulations, je fais largement plus confiance à Jokic qu'à Embiid, même si son temps de jeu parfois élevé et sa tendance à s'essouffler peuvent inquiéter. Puis il faut le dire aussi, même si ça fait de la peine, mais en termes d'antécédents, le CV de Joel Embiid est catastrophique. Jusque-là, jamais de sa vie, il n'a fait une campagne de play-off à 100% de ses moyens, en pleine santé, et ça aussi ça va jouer, ça aussi ça va rentrer dans le débat. Je répète, c'est dur, même si ça peut paraître injuste, parce que souvent le pivot n'y peut rien, mais on est obligé de prendre ça en considération quand on compare les deux joueurs. Un joueur performant, forcément, est un joueur sur lequel tu peux compter, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau temps. À ce jour, malheureusement pour les Sixers, Joel ne semble pas être de ceux-là, même si ça peut encore changer. L'an dernier, le process a pu jouer 68 matchs, un record en carrière, et globalement, les choses semblent aller de mieux en mieux pour lui de ce côté-là. Tant mieux, Cependant, on est quand même très loin du côté Iron Man que possède Nikola Jokic depuis son arrivée en NBA. Voilà pourquoi, je le répète à nouveau, c'est sévère, mais dans le domaine, je n'ai pas le choix. Je donne 5 points aux Serbes contre 1 point seulement aux Camerounais. Là maintenant, j'ai fait le tour, et si on fait le bilan, ça se voit vite. En termes de points, c'est Nikola Jokic qui remporte cette confrontation. Est-ce que ça veut dire qu'il est un meilleur joueur pour moi? Oui, a priori, sauf que rappelez-vous, avant que l'on analyse la santé et les blessures, c'est bien Embiid qui était devant d'un petit point. Et ça, comme on l'a dit, il n'y peut rien, c'est aussi un peu la faute à pas de chance, et les choses peuvent très vite changer, en tournant dans un sens comme dans l'autre, dans le futur, dans ce secteur. Du coup maintenant, est-ce que ça voudrait dire que selon moi, un Joel Embiid en super forme serait meilleur qu'un Nikola Jokic en super forme lui aussi? Peut-être un poil selon moi, mais en vrai c'est chaud à dire tellement c'est serré, surtout que là, les critères, ils sont bien beaux, on a donné des points, mais ils ne sont pas hiérarchisés. Ici, là, dans ce duel, on a donné la même valeur à chacun des éléments dont on a parlé, et ça c'est essentiel de le rappeler, c'est super important dans cette comparaison. Une équipe qui aura plutôt besoin de défense et de puissance au poste sera ravie avec Joel Embiid, aucun doute là-dessus. En contrepartie, une autre qui aura besoin de polyvalence et de QI basket ira choisir Nikola Jokic les yeux fermés, c'est évident. Pour vous, c'est la même chose. Si vous préférez donner de l'importance au scoring, Joel Embiid sera votre homme. Si vous préférez donner de l'importance au playmaking, vous irez chercher Nikola Jokic. Difficile donc de comparer des joueurs différents, mais maintenant je me suis lancé. Il faut que j'assume et il faut que je me mouille. Et là, je n'ai pas peur de le dire, si les deux sont en bonne santé, j'ai une toute petite préférence pour Embiid, tellement il peut être dominant et inarrêtable, quels que soient les adversaires et le niveau de compétition. Le fait que lors des match-ups entre les deux hommes, Joel s'en sort souvent avec la win me plaît bien également, et le fait de voir que Jokic voit ses stats baisser dans ce genre de duel va dans ce sens. Mais le problème, c'est que justement aujourd'hui, il est difficile d'avoir des certitudes sur la santé à court ou moyen terme du pivot camerounais. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est trop important pour moi, tu ne peux pas être considéré comme un bon joueur si tu ne joues pas. Prenez deux joueurs qui ont le même niveau, il y en a un qui joue 82 matchs et l'autre qui ne peut en jouer que 41, bien sûr, le premier sera 2 fois plus impactant. Jokic et Embiid à l'heure actuelle sont assurément les deux meilleurs pivots de la NBA, qui chacun, à leur façon, arrivent à dominer le jeu. À chacune de leurs confrontations, on se met en mode popcorn, c'est un peu le feu et la glace, et on se régale d'observer ces duels. Le prochain aura lieu à la fin du mois à Denver, et personnellement j'ai vraiment hâte. Il faudra juste espérer que les deux joueurs soient en bonne santé, parce que oui, aujourd'hui c'est bien ce critère-là, les passage à l'infirmerie qui me laisse penser qu'actuellement Nikola Jokic est un meilleur joueur que Joel Embiid. Donc ouais, c'est mon avis que j'ai essayé de rendre le plus objectif possible, et ceux qui me connaissent fort savent à quel point ça me crève le cœur de dire tout ça. Voilà pour ce qui est du duel Embiid-Jokic, voilà pour ce qui est de ce premier Star Battles. Vous en pensez quoi, vous? Ça vous a plu? Vous êtes plutôt Team Jokic ou Team Embiid? Dites-moi tout ça en commentaire, évidemment, ça m'intéresse à fond. Faites-moi vos retours aussi sur ce nouveau format. Est-ce que ça vous a fait kiffer? Est-ce que vous voulez qu'on continue à en faire? Et si oui, quel joueur aimeriez-vous voir pour le prochain duel? Dites-moi tout ça, je suis super impatient de lire vos suggestions. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le référencement et le watch time sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Ça apporte de la force de ouf, c'est grâce à vous en grande partie que les projets continuent alors que plusieurs fois ils auraient pu tomber à l'eau, et pour ça je vous serai reconnaissant éternellement. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. A très vite.